Heureux de vous retrouver pour cette première édition d'Appel sur le continent. Mesdames, Messieurs, actualité oblige, direction donc Bamako pour faire le point autour de la question malienne avec notamment cette autre rencontre donc qui a couché vraisemblablement d'une souris entre la CEDEAO et les autorités de la transition du côté de Bamako. La sempiternelle question reste et demeure la durée donc de la transition initialement annoncée pour 5 ans, du moins pour ce qui est de la volonté et souveraine du peuple malien lors des consultations générales. Eh bien, le gouvernement de transition du côté de Bamako a donc effectivement tenu à faire des compromis jusqu'à 29 mois, soit 2 ans et demi, donc pour la durée de la transition. Attendant effectivement la mise sur pied d'une commission chargée de l'organisation des élections libres, crédibles, mais surtout et transparentes du côté de Bamako. Une décision qui n'a vraisemblablement pas arrangé l'envoyé spécial donc de la CEDEAO, venu donc effectivement à échanger avec les autorités de Bamako. On en parle avec vous, Luc Michel, au téléphone depuis Bruxelles, mais surtout Moloko Toali qui nous retrouvera du côté de Bamako. Luc, on vous retrouve autour de cette question, il faut donc le dire. Eh bien, on n'a visiblement pas bougé autour donc de ce blocus qui marque donc notamment l'actualité sur le Mali, à savoir eh bien la tenue des élections du côté du Mali. On n'en saura pas, du moins depuis cette à l'issue de cette consultation avec l'envoyé spécial de la CEDEAO du côté de Bamako. Alors comment est-ce qu'on explique davantage ce manque de flexibilité de la CEDEAO vis-à-vis des autorités de la transition? Parce que maintenant la CEDEAO et le Mali appartiennent à deux corps géopolitiques séparés dans une époque où les blocs géopolitiques sont en train de se radicaliser à cause du dossier de l'Ukraine. On constate que ce soit le bloc de l'Est ou le bloc occidental, les deux se radicalisent, s'opposent de plus en plus, et le Mali a clairement choisi son camp, c'est le camp du bloc de l'Est, évidemment. Les chefs d'État de la CEDEAO, Alassane Ouattara, le chef d'État ghanéen ou Mohamed Bazoum, ils ont choisi le camp de l'Occident. Ils soutiennent les Occidentaux et l'OTAN dans leur bras de fer avec la Russie. Ouattara a carrément insulté dans une déclaration la Russie, et bien entendu, ils n'ont pas d'accord possible. Ceci intervenant d'autant plus au moment où le Mali a clairement annoncé de quel côté il se situait, en interdisant les médias RFI et France 24, ce qui a déclenché un cortège de haine de la part de Macron. On abandonne des deux côtés le langage diplomatique, et la CEDEAO, elle n'a aucune autonomie géopolitique. Elle est aux ordres de la France et des Américains et des Allemands, et elle est en train de régler les comptes de ceux-ci avec le Mali. Il n'y aura donc pas d'entente possible. Maintenant, pourquoi est-ce que la CEDEAO voudrait que les élections aient lieu le plus vite possible? Tout simplement pour ne pas laisser le temps aux nouvelles forces patriotiques maliennes de s'organiser, en particulier au mouvement Yerewolo. Plus les élections auront lieu rapidement, plus les vieux chevaux de retour de la France-Afrique se présenteront. Il suffit de voir ce qui s'est passé au Burkina Faso, où le nouveau gouvernement du lieutenant-colonel Dabiko, c'est en fait un syndicat des anciens tenants militaires et civils de la France-Afrique pour confronter le plan qu'ils ont en vue pour le Mali. Le Mali, évidemment, il a choisi une autre voie. Il est soutenu par les masses populaires. Ils n'ont pas de chance de pouvoir trouver un terrain d'entente. Venir de fond en comble sur cette actualité, Luc Michel. On va justement prendre un extrait qui va nous permettre, avant de votre Luc Michel, autour de cette actualité, de mieux apprécier les contours de cette actualité. On prend cet élément et on vous revient derrière, très cher Moloko Toali.
réalisation qui nous permet donc bien de juger et d'apprécier au mieux cette cote de popularité, donc jouit davantage bien les autorités de la transition du côté de Bamako. Ali Monoko, je vous retrouve. Est-ce que me fait savoir d'ailleurs que Monoko Toali n'est pas encore en direct avec nous. Luc, je reste donc avec nous davantage sur ces images que nous avons d'ailleurs vu défiler tout à l'heure, qui nous laissent quand même comprendre et d'apprécier au mieux la cote de popularité dont jouit eh bien les autorités de la transition du côté du Mali. Démontre tout à fait que le discours de Macron et de Le Drian est un discours de mensonge. Présenter des colonels putschistes comme isolés du peuple et qui violaient la démocratie, en réalité, au Mali, c'est la démocratie directe et le peuple qui soutient le colonel Assimi Goïta. L'attitude de la CEDEAO, elle se comprend aussi parce que il y a la campagne électorale en France et que Macron tente à se faire réélire en jouant au chef de guerre et au chef géopolitique, et il est confronté à des concurrents, Marine Le Pen et Mélenchon, qui jouent le même registre. Les autres candidats se sont eux-mêmes éliminés par leur inconsistance. Samedi, Mélenchon tenait un grand meeting à Paris et il a insulté la Russie et soutenu l'opposition de gauche à Vladimir Poutine qui est groupusculaire. Voilà donc la situation. Macron l'a clairement laissé entendre quand il a répondu à l'interdiction de RFI et de France 24. Il a annoncé qu'il allait s'adresser à la CEDEAO pour régler ses comptes, parce qu'évidemment, il faut donner à son discours une impression de légitimité, et il pense que la CEDEAO est plus légitime que l'impérialisme français. Mais tout ça est de la comédie médiatique et de la gesticulation. Le peuple malien, il est derrière Assimi Goïta, et le mouvement Yérémolo, extrêmement populaire et extrêmement actif, qui rassemble des millions de gens à Bamako et dans les villes maliennes, a pour lui la légitimité. On se rappelle que le renversement d'Ibeka est parti d'une pétition du mouvement des jeunes patriotes maliens qui s'intitulait Vladimir Poutine vient sauver le peuple malien et qui avait recueilli 8 millions de signatures. Le Drian et Macron, d'ailleurs, ont attaqué ouvertement cette pétition dans les colonnes de RFI et de France 24 pour dénier sa légitimité. Tout cela, c'est de nouveau ce que Poutine appelait l'empire occidental du mensonge. Est-ce qu'on peut nourrir de regrets quant au manque, effectivement, quant au fait que l'on ne soit pas, que l'on ne puisse pas trouver de compromis jusqu'ici quand même entre la CEDEAO et les autorités de Bamako? Vous savez, il y a beaucoup de gens actuellement qui déplorent le climat de choc entre les blocs, mais moi je m'en réjouis. Je ne suis pas pour une position. Vous savez, je n'aime pas les gens qui servent de l'eau tiède. J'aime l'eau glacée et l'eau brûlante. J'ai fait toute ma carrière là-dessus. C'est la radicalisation du bloc de l'Est qui offre une ère nouvelle géopolitique. La Russie, elle entraîne derrière elle tout ce qu'on appelait jadis le tiers-monde, et les Occidentaux, en se radicalisant, vont se couper justement de ce qui était ce tiers-monde. C'est la même chose en Afrique. L'Afrique n'a pas à prendre une position médiane entre l'impérialisme français, américain et allemand, et entre la révolution africaine. Elle doit choisir le camp de la libération. Ce camp, c'est le bloc de l'Est, c'est le bloc des colonels de Bamako, c'est le bloc de Fostak, Sonchadera, il n'y en a pas d'autres. Vous avez vu que au Centrafrique, par exemple, il y a des éléments des FACA qui sont prêts à aller se battre en Ukraine. Eux non plus ne choisissent pas le plan de la modération. La modération n'est pas toujours bonne. Il faut que les choses soient tranchées. Et moi, je crois de plus en plus que cette radicalisation et cette séparation entre les blocs qui ouvre la voie à une nouvelle ère géopolitique, mais aussi économique, puisque la politique des sanctions ressemble à une forme de suicide de l'économie américaine et occidentale. Je crois que tout cela va dans le bon sens. Alors Luc, nous restons davantage ensemble pour tenter de comprendre effectivement
cette radicalisation, du moins ce manque de compromis entre les deux instances. Alors, Luc, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, est-ce qu'on peut davantage avoir des pressions autour de la complexité des enjeux même de cette transition-là du côté de Bamako? Écoutez, la transition a besoin de temps pour légitimer le nouveau régime qui est déjà légitimité par les foules, mais qui doit se doter d'institutions solides. Et elle a besoin de temps, non pas pour que les militaires gardent le pouvoir, ce n'est pas ce qu'ils veulent, mais pour que des forces nouvelles se mettent en place. On sait que la révolution du Burkina Faso du temps de Sankara avait été échouée parce qu'au moment de l'assassinat de Sankara, les nouvelles forces politiques de la démocratie directe burkinabé n'étaient pas en place. Il va falloir de nombreux mois à Yéréwolo et aux forces apparentées pour se constituer en force politique et s'organiser. Il y a en particulier actuellement notre ami Amina Fofana qui est en train de mettre au point dans tout le pays des comités révolutionnaires comme l'avait fait en son temps Thomas Sankara ou encore Moammar Kadhafi. Vous savez que le mouvement qui soutenait Kadhafi, c'était le mouvement des comités révolutionnaires auquel j'ai appartenu. Il faut du temps pour mettre tout cela en place, il faut du temps pour des institutions nouvelles, et il faut du temps pour éliminer les forces qui sont tapies dans l'ombre pour ramener le Mali dans l'orbite de la France-Afrique. Les colonels ont besoin de temps, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas céder à la CEDEAO et à ses alliés occidentaux des élections qui arriveraient en ne donnant pas du temps à ces forces nouvelles. Il suffirait simplement un cadeau qui sont faits aux ennemis du Mali, à ces forces de la France-Afrique qui sont tapies dans l'ombre, mais qui malheureusement sont encore puissantes et organisées. Luc Michel, on va davantage tenter de comprendre effectivement du moins cette position radicale de part et d'autre. Est-ce que sur le cas d'espèce, notamment pour ce qui est de ces dernières rondes des négociations, on va dire, entre la CEDEAO et le Mali, on peut dire naturellement que les autorités du Mali ont fait preuve quand même de flexibilité dans la démarche, dans l'approche, puisqu'on est quitté de 5 ans à quoi 29 mois, c'est-à-dire 2 ans et demi. Est-ce que les autorités de Bamako ont fait preuve quand même de beaucoup d'ouverture d'esprit pour arriver à un terrain d'entente favorable quand même entre les autorités et l'instance sous-régionale? Oui, puisqu'ils ont accepté de réduire la durée de la transition, mais on a 2 expériences diplomatiques qui expliquent ce qui se passe. Ce sont les accords de Minsk en Ukraine, auxquels l'opération militaire de Vladimir Poutine a mis un terme, et on a les accords de Khartoum en Centrafrique. Dans les 2 cas, Vladimir Poutine a mis qu'il a eu 8 années de patience, et Touadéra, après Khartoum, avec ses alliés russes, il a eu 2 années de patience. Ça s'est terminé par quoi? Ça s'est terminé par une agression de Kiev contre le Donbass, et ça s'est terminé à Khartoum par la tentative de putsch de Bozizé après la tentative de sabotage de l'élection présidentielle. Pour qu'un dialogue ait lieu, il faut qu'il soit sincère des 2 côtés. Les autorités de la CEDEAO n'ont pas de sincérité. Leur but, c'est de nuire aux autorités de Bamako, c'est de réduire celles-ci politiquement et militairement. C'est pas du tout de les aider à réussir. Ajoutons un second élément, c'est que les colonels de Bamako, ils ont besoin pour organiser des élections que le pays soit pacifié, c'est-à-dire que la reconquête de Gao et de Kidal soit entreprise et le terrorisme en voie d'être vaincu, ce qui est en cours avec l'aide des Russes. Cela va prendre du temps. Tant que cela n'existera pas, organiser des élections dans un pays contrôlé par des terroristes, c'est une fact. On a vu la même chose en Centrafrique, évidemment. Les élections de décembre 2020, elles ont été sabotées par les groupes armés. On a pacifié le pays en réduisant militairement, avec l'aide des Rwandais, des FACA et des Russes, ses forces. C'est la même chose au Mali. Et le Mali a retenu la leçon de la Centrafrique et maintenant la leçon de l'Ukraine. On n'organise pas la pacification d'un pays dans lequel il y a des forces de la guerre.
Allez, merci à vous, Luc Michel, davantage pour ces précisions. On va rester et très certainement ouvrir le standard dans un instant, en attendant notamment aussi d'avoir les précisions sur place à Bamako avec notre correspondant sur place, Monoko, qui nous retrouvera. Alors, Luc Michel, on a d'ailleurs lu ce communiqué de la CEDEAO et dans son dernier paragraphe, d'ailleurs, il aime d'ailleurs préciser que cette succession de délai de 36 mois, plus de 29 mois, qui a d'ailleurs été ramené à 24 mois par son excellence le colonel Assimi Goïta, dans un effort, et là je le cite, ultime, visant à parvenir à un compromis réaliste et salutaire pour le Mali, la CEDEAO. Alors, tel que l'on a d'ailleurs écouté et lu avec beaucoup d'intérêt ce communiqué, il est davantage clair que le gouvernement malien n'ira pas au-delà des 2 ans et demi, tel que le souligne d'ailleurs le communiqué. Vu sous cet angle, Luc, il est clair que le bras de fer va devoir perdurer. Il va perdurer, mais vous savez, la CEDEAO, il y a une célèbre marque de disque, c'est la voix de son maître. Vous voyez un chien qui aboie sur de la musique jouée par un tour de disque. C'est la CEDEAO. La CEDEAO, c'est la voix de son maître, et le maître, il est français, américain et allemand. La CEDEAO, c'est un syndicat des intérêts occidentaux. Il y a le président du Ghana, qui est l'homme de Berlin, c'est les forces spéciales de la Bundeswehr qui contrôlent les forces spéciales de l'armée du Ghana, qui sont plus puissantes que l'armée même. On a à Abidjan, et on a au Maroc, le roi du Maroc, Alassane Ouattara, qui représente les intérêts français. Et enfin, on a Mohamed Bazoum, qui représente les intérêts américains. C'est un syndicat des intérêts occidentaux. Ces gens-là n'ont aucun intérêt à faire cadeau au colonel de Bamako, d'autant plus que ceux-ci sont alliés dans un axe Alger, Moscou, Bamako, et qui sont alignés sur le bloc de l'Est. Au moment où je vous l'explique, donc, c'est la radicalisation, c'est un climat carrément de guerre ouverte entre Moscou et l'OTAN. Bien, il est donc clair, Luc, jusqu'où va-t-on arriver, puisque il va falloir désormais vivre avec en guillemets ces tensions, c'est-à-dire entre les deux institutions qui bénéficient notamment d'un accompagnement de certaines grandes puissances y arrivent, et l'organisation sous-régionale qui elle aussi, selon beaucoup toute vraisemblance, est donc aux ordres de Paris principalement. Écoutez, on va continuer, le sabotage de Bamako va continuer et la politique des sanctions va continuer. L'un des éléments pour lequel la CEDEAO ne veut pas mettre, comme on dit, de l'eau dans son vin, c'est de donner un prétexte aux sanctions. Vous avez vu, il se passe la même chose avec Vladimir Poutine. Quasiment tous les jours, les pays européens de l'OTAN adoptent de nouvelles sanctions. Il va encore en avoir 2 jours. Le but, c'est la guerre économique. Le ministre français des Affaires économiques, Le Maire, il a résumé l'affaire. Il a dit qu'il s'agissait de détruire économiquement l'économie russe. C'est la même chose, la CEDEAO veut détruire économiquement l'économie de Bamako. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle des chefs d'État comme Macky Sall et même le colonel Doumbouya, qui était l'homme des Américains, mais qui s'est détourné d'eux, ne veut pas soutenir ces sanctions parce que ça serait un suicide pour l'économie du Sénégal et pour l'économie de Guinée-Conakry de soutenir ces sanctions alors qu'elles sont liées économiquement à l'économie de Bamako. On va donc voir le bras de fer continuer et ce bras de fer, évidemment, il va voir Bamako participer de plus en plus au mécanisme d'évitement des sanctions. Il y a déjà un corridor Téhéran, Caracas, Dakar pour contribuer à éviter les sanctions dans le pétrole. On parle d'un ralliement de Bamako à celui-ci pour éviter les sanctions de la CEDEAO. Et la Russie est en train elle-même d'organiser des mécanismes de contournement des sanctions. Les Occidentaux, dans leur arrogance, sont allés trop loin aujourd'hui. Ils sont en train eux-mêmes de détruire leur propre économie. J'ai publié ce jour dans plusieurs organes africains un grand article géoéconomique où j'explique que les sanctions occidentales contre la Russie,
c'est un boomerang qui revient contre leurs économies. C'est la même chose, les sanctions de la CEDEAO. Elles reviennent comme un boomerang dans les économies de toute la sous-région. Et c'est la raison pour laquelle les Sénégalais ou les Guinéens de Conakry ne sont plus du tout d'accord de suivre celle-ci. C'est la même chose avec les Mauritaniens ou bien entendu avec les Algériens. Alors, dans le cas d'espèce, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut, comme le pensent d'ailleurs plusieurs Africains, pour le Mali, sortir de facto de la CEDEAO ou alors continuer notamment à jouer le jeu, j'en ai dit, de manière un peu plus triviale? Je vous l'ai dit, moi je ne suis pas pour des solutions accommodantes. Je pense qu'il faut mieux de l'eau froide ou de l'eau bouillante, même si c'est moins agréable que de l'eau tiède. La CEDEAO n'a plus rien à offrir au Mali, et le Mali n'a plus rien à attendre de la CEDEAO que la guerre économique et le sabotage économique. Pire, c'est encore pire, puisque vous savez qu'à Abidjan, on parraine, malgré toute l'hypocrisie diplomatique, un gouvernement dit en exil du Mali qui vise à saboter les autorités de conditions. C'est la guerre que propose la CEDEAO. Le Mali doit donc quitter la CEDEAO, et j'ajoute qu'elle doit quitter la zone du franc CFA, puisque derrière la guerre de la CEDEAO, il y a la guerre économique de Paris. L'avenir de la CEDEAO, il est avec la Mauritanie, avec le bloc de l'Est, avec l'Algérie, et plus du côté de Paris, ou du côté d'Abidjan, ou encore du côté du roi du Maroc. Il y a actuellement, vous savez, qu'il y a 2 ans, Paris a essayé avec le roi du Maroc et Alassane Ouattara de s'emparer de la CEDEAO et de faire de l'éco la monnaie unique de la CEDEAO. Le nouveau nom du franc CFA, l'expression est d'Alassane Ouattara même. Les Américains s'étaient avec l'autre opposés à cette politique. Il semble aujourd'hui qu'ils sont en train de se réconcilier. Le but de Washington et de Paris, c'est de se partager la Côte d'Ivoire et de se partager la CEDEAO. La CEDEAO, évidemment, donc n'a plus rien à offrir au Mali, si ce n'est que de la misère et des larmes. Merci à vous, Luc Michel. On va donc, avant de faire effectivement un premier tour au standard, eh bien, prendre cet élément qui nous permettra effectivement d'être situé sur eh bien, la gestion donc effectivement de cet organe sous-régional, la CEDEAO. C'est Emmanuel Macron qui gouverne en lieu et place du président Nana Akufo-Addo. Eh bien, par cet extrait que nous propose Joël Tientier du côté de la réalisation, pour être un peu plus fixé, puis on revient derrière pour ouvrir cette fois-là le standard. Merci. Valérie Gasse pour RFI. Monsieur le Président, les autorités maliennes ont décidé de suspendre la diffusion de RFI et de France 24 au Mali aujourd'hui. Est-ce que vous condamnez cette décision? Est-ce que vous pensez que c'est un signe nouveau de la détérioration des relations entre la France et le Mali qui continue depuis quelque temps? Comptez-vous réagir? Merci pour cette question. En effet, elle renvoie à ce sujet si important qu'on évoque depuis tout à l'heure. Je condamne avec la plus grande fermeté cette décision qui me semble totalement contraire aux valeurs que porte le peuple malien et le Mali depuis son indépendance. Je pense que cette décision est grave, elle est prise par une transition qui, je le rappelle, est le fruit de 2 coups d'État et elle est le signe d'une course en avant vers le pire. Comme vous le savez, je l'ai dénoncé dès le printemps 2021, de manière très claire, en appelant la CEDEAO à réagir avec beaucoup plus de fermeté. Nous avons ensuite renforcé notre pression, puis nous avons pris les décisions politiques et militaires qui convenaient ces dernières semaines et ces derniers mois. Je souhaite ardemment que les Maliennes et les Maliens puissent avoir des autorités démocratiquement élues qu'ils méritent, et j'en appelle à la CEDEAO, l'organisation régionale, et à l'Union africaine pour prendre les décisions qui conviennent et que la France appuiera, comme nous l'avons fait à chaque fois qu'ils ont pris leurs responsabilités, pour que, à la fois, les violences, et on le voit bien, la fermeture, le déni de l'information et du droit des journalistes à librement informer, puissent cesser. En tout cas, je condamne avec la plus grande fermeté cela. Je compte m'entretenir dès demain avec le président Nana Akufo-Addo,
président en exercice de la CEDEAO, pour l'appeler à prendre toutes les décisions utiles en la matière. Allez, voilà donc qui est un peu plus clair, donc notamment au niveau de la gestion de cette organisation sous-régionale. Allez, on va cette fois-là partir donc pour faire un premier tour au standard pour accueillir les avis de ces nombreux internautes africains qui nous appellent pour contribuer dans le cadre de cette édition. Delphine, nous vous retrouvons. Bonsoir, merci de nous retrouver ce soir dans le cadre de cette actualité. Alors, comment justifiez-vous, comment comprendre notamment cette pression de la CEDEAO sur les autorités du Mali, alors qu'on a clairement vu, eh bien, le colonel Assimi Goïta aller notamment dans une démarche d'apaisement avec la révision notamment de la durée de la transition. Bienvenue à la maison. Bonsoir mon cher frère Doum. Donc, je vous remercie de m'accueillir à la maison une fois de plus. Je pense qu'il n'y a que mon cher René Luc Michel comme invité. J'ai pris l'émission un peu en cours. Donc, il a déjà dit l'essentiel, hein, appelant un chat. Nous avons des nègres de maison et pour une fois, ça n'arrive pas souvent, mais là c'est le cas. Ils s'assument comme tels. Monsieur Ouattara, Monsieur Bazoum, nous avons même, je dirais, un arabe de maison, en la personne du roi du Maroc, qui clame partout que c'est un descendant même du prophète Mohammed. Donc, c'est vous dire à quel point ces gens-là se donnent de la considération qu'ils n'ont pas. Donc, ils se comportent comme tels. Je rappelle ici que la plus grosse base de drones en Afrique se trouve au Niger, donc CQFD. Et je vous rappelle, ce n'est pas un secret, ça se voit depuis pratiquement un mois. Les événements en Ukraine démontrent à quel point, comme je le dis depuis des mois sur cette antenne, l'Élysée est un nain géopolitique. Et aujourd'hui, sa situation est encore plus délicate qu'au moment où le président Goïta arrivait aux affaires. Donc aujourd'hui, ils ont littéralement chaud aux fesses, ils n'ont plus d'autre choix. Sans le gaz et autres matières énergétiques issues de la Russie, où pensez-vous qu'ils vont aller se réfugier pour essayer d'avoir ces mêmes matières, mais cette fois-ci sans les payer? Au Niger et dans la région des 3 frontières. Donc leur réaction n'est pas étonnante. Pour les gens comme moi, avancer en termes de géostratégie et de géopolitique, ce n'est pas du tout une surprise. Simplement, ce qu'il y a de bien aujourd'hui, et j'en ai parlé encore une fois ce matin, Luc Michel vient d'en parler à son tour, la coopération notamment avec l'Algérie est salutaire, dans le cas du Mali en tout cas. Je rappelle ici qu'il y a un projet de port qui avait été interrompu durant des décennies, mais qui a repris depuis à peu près 3 semaines avec la coopération chinoise. Ce projet s'appelle le port d'Al-Hamdania, c'est en Algérie. Ce sera le plus gros port de Méditerranée. Il constitue même une des étapes les plus importantes des nouvelles routes de la soie. Donc ces gens qui prétendent isoler le Mali n'ont rien compris, parce qu'avec la coopération déjà militaire avec l'Algérie, offre une grosse bouffée d'oxygène aux autorités de Bamako. Inutile que je rappelle d'autres soutiens, la Chine évidemment, je viens de la mentionner, la Russie, l'Iran et d'autres pays africains comme le mien, mon petit Burundi, qui n'hésiteront pas à apporter le soutien aux frères et sœurs de Bamako et d'Alger. Donc, je ne vois pas comment Bamako serait isolé. Et étant donné que l'armée malienne est déjà opérationnelle, avec les soutiens que l'on connaît, il n'y a plus, selon moi, lieu d'attendre pour sortir du franc CFA et se coltiner encore une fois ce poids mort qu'est la CEDEAO, qui ne sert strictement à rien, qui est, comme on le dit souvent, un syndicat des larbins de l'empire soi-disant démocrate. Donc je ne ferai rien de surprenant ce soir en disant une fois de plus aux autorités de Bamako, même si elles savent déjà ce qu'elles ont à faire, d'aller de l'avant et de ne plus se laisser faire. À la rigueur, écouter un grand pays, une grande puissance comme les États-Unis, je peux le concevoir. Je peux le concevoir. Pas l'accepter, mais le concevoir. Alors, le nain géopolitique qu'est l'Élysée, excusez-moi, au bout d'un moment, il faut être sérieux. Ce pays est insignifiant, militairement parlant, politiquement parlant.
Donc il ne faut plus perdre de temps avec ça. Donc je ne vais pas monopoliser le micro, je vous le restitue et laisser la parole à d'autres. Afrique Média, le monde c'est nous. Merci à vous, Delphine, de rester effectivement à l'écoute de ce programme jusqu'à son thème. On va rester au téléphone pour prendre Monsieur Amara Koulibaly. Vous nous appelez depuis le Gabon. Bienvenue, bonsoir. Amara, nous vous écoutons. Allez-y, bonsoir. Est-ce que nous avons cet appelant au téléphone? Alors, on va prendre Jamal au téléphone. Jamal, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à vous et bonsoir aux autres. Oui, bonsoir mon cher frère. Bonsoir à vous et bonsoir aux autres. Vraiment, rien que l'attroupement que nous avons vu au Mali avec Assimi Goïta et tout son personnel et tout ce gouvernement et toute cette population, moi tout ce que je leur demande, c'est d'aller droit au but. Puisque le combat qui se passe actuellement, c'est de faire tomber le groupe qui nous a tellement étouffés, qui nous a tellement fatigués, ce groupe de Rothschild, ce groupe qui est ces banquiers, qui ont placé Macron. Macron travaille pour eux. Donc, si Assimi Goïta et son équipage et son gouvernement et la population veulent accélérer, ce n'est pas de négocier avec la CEDEAO. Puisque celui qui vient là, le Nigérian qui vient, qui représente la CEDEAO là, le Jonathan, ne peut pas vous apporter un plus. Puisque c'est un fracas. Qui est derrière qui? Qui est derrière Buhari? Rappelons-nous que Buhari a voulu lever la tête pour dire qu'il supporte l'Ukraine. Alors que c'est un pays pauvre comme le nôtre qui est incapable de s'en sortir et de chasser Boko Haram. Mais elle veut s'aventurer. Donc c'est pour voir le jeu trouble que le Nigeria joue en Afrique de l'Ouest. Alors, c'est pas le Ghana qui viendra vous sauver, puisque le Ghana, n'oubliez pas que Nana Akufo-Addo, c'est un français, c'est un franc-maçon, c'est un chrétien, c'est l'ami de Macky Sall, c'est l'ami de Ouattara. À quoi vous attendez? Mais plutôt il faut dire prêt pour la guerre. C'est là maintenant on demande la sincérité de l'Algérie, la sincérité du Cameroun, la sincérité du Burundi, du Rwanda. Il faut être prêt pour que, avec le soutien aérien de la Russie et de la Centrafrique, tous les boutons à côté. Même si ce sont les États-Unis, ne les écoutez pas. Les États-Unis sont les qui? Ce sont les Israéliens qui sont venus nous esclavagiser. Après l'esclavage, ils sont entrés dans l'industrialisation. Et aujourd'hui, c'est eux qui ont toutes les réserves parties de choses. La réserve bancaire aux États-Unis appartient à qui? Ça appartient aux Israéliens. C'est pour ça que regardez bien le jeu de Volodymyr Zelensky en Ukraine. C'est un juif. Regardez bien son jeu. Il refuse de se rendre. Pourquoi? Parce qu'il sait que, en faisant tomber l'Allemagne, puisque l'Allemagne est arrangée à faire partie des juifs de leur pays, en faisant tomber l'Allemagne, ça va permettre maintenant que les juifs se réorganisent encore. Donc, s'il vous plaît, il faudrait que le Mali aille droit au but. C'est payer sa monnaie. Et vous devez être vigilant et comprendre que les Maliens qui ne veulent pas s'aligner sur la population, vous devez les écarter du gouvernement et préparer la guerre et activer vos relations avec nous autres qui sont en Afrique du Nord, en Afrique du Sud. Donc, c'est là où vous devez battre votre relation et avoir l'appui de la Russie et de la Chine pour que nous puissions mettre un terme à la France, l'Angleterre et les États-Unis. Regardez bien que une femme noire qu'on est encore en train d'utiliser, comme on avait utilisé Colin Powell pour aller détruire l'Irak, c'est la même noire au secrétariat d'État et le même noir qui est toujours secrétaire d'État à la Défense. On envoie où? En Pologne. Vous voyez comment on utilise les noirs. Mais le tout, ils sont trompés. Donc, Assimi Goïta, bravo. Et tous les Maliens, bravo. Soyons prêts tellement pour faire la guerre. À la France, l'Angleterre et les États-Unis, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Niger. Afin que nous serons définitivement libres. Bravo à la Russie. Et que les Ukrainiens ne pensent pas qu'ils vont avoir cette... La paix ne peut pas arriver en Ukraine. Il faudrait que la Russie s'accapare complètement de l'Ukraine. Même si ça prend 6 mois ou 1 an,
Bravo Poutine. Contribution dans le cadre de cette édition. On reste au téléphone pour aller en Allemagne. Zerfé, vous nous attendez depuis un moment. Bienvenue à la maison. Bonsoir. Bonsoir Zerfé, bienvenue. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de regarder Afrique Média. Bonsoir à tous les techniciens. Moi, je voudrais dire aux Maliens, c'est ce qu'ils ont commencé là, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà parlé de ça. Ce qu'ils ont déjà commencé, tout ce qu'ils ont déjà commencé, il fallait qu'ils continuent dans le même chemin. C'est pas la peine d'avoir peur, comment dirais-je, de ces gens-là, pour faire autre chose. Parce que, on dit le chien aboie, la caravane avance. Tout ce que Macron est en train de dire, tout ce qui viennent aujourd'hui au Mali pour imposer la date des élections, ce n'est pas leur pays. Parce que quand le Nigérian, là, quand il arrive et puis il veut savoir la date, mais il n'a qu'à aller au Nigeria pour savoir ce qui se passe là-bas. Pourquoi Aram est en train de tuer les gens au nord, du matin au soir? Qu'est-ce qu'il fait avec ces militaires-là? Ils n'ont qu'à aller voir là-bas ce qui se passe, que de venir embêter les Maliens qui veulent établir quelque chose de solide dans leur pays qu'au lieu de les embêter. Le Ghanéen qui est là, aujourd'hui, lui, il est arrivé dans un pays où ça a été nettoyé, propre, où tout est tranquille, et c'est grâce à qui? C'est un militaire qui a fait ça. Donc, il doit quand même réfléchir cette fois d'abord, avant d'envoyer écouter les paroles des Français pour embrouiller son frère. Mais comme militaire contre un civil, c'est le militaire qui gagne tous les jours. Parce que lui, il a son fusil et puis il a son intelligence. Parce que tout ce qu'ils vont faire, aller-retour, ce sont eux qui vont payer le carburant de leurs avions. Lui, il est chez lui. Quand il vient, il ne le reçoit pas. Soit il le reçoit pour 2 minutes et puis il retourne chez lui. Voilà. Parce qu'il est parti, il a fait 2 jours. Qu'est-ce qu'il a entendu? Les gars l'ont envoyé chier. Alors, donc, s'ils sont fatigués, les gens de la CEDEAO, là, ils vont se chercher. Bon, moi, je dis aux Maliens de ne pas regarder de gauche à droite, de regarder tout droit devant eux et puis faire ce qui est à faire pour la population. Voilà. Moi, c'est ça que je demande. Parce que parler trop de discours, et j'aime le style de M. Goïta. C'est vraiment un militaire. Il ne parle pas. Et puis il agit. C'est ça qu'on veut aujourd'hui. Ce sont des personnes qu'on veut aujourd'hui en Afrique. On n'est pas là pour faire des balais de diplomatie qui ne donnent rien à la population. Vraiment, ce qui reste encore là, c'est la monnaie dont tout le monde parle. Bon, calmez le jeu et puis créez votre monnaie. Et puis, basta. Merci Fabrice. Et puis, je vais laisser la place aux autres pour qu'ils puissent intervenir aussi. Merci. C'est nous qui vous remercions, Zerfel, pour votre contribution dans le cadre donc, de cette actualité. Nous, on va certainement rester donc aller retrouver nos amis sur Zoom. Alors sur cette grande question donc malienne, avec notamment cette absence de compromis donc entre le représentant de la CEDEAO qui est donc venu rencontrer notamment les autorités de Bamako. Luc Michel, vous restez avec nous depuis donc pour on a évoqué tout à l'heure l'enjeu autour de ce timing de la transition du côté du Mali, mais là on est quand même stupéfait puisque on a d'ailleurs vu ces images qui ont circulé qui témoignent quand même d'une forte cote de popularité, et là on l'a remarqué, ce n'est pas nous qui le remarquons, ce sont d'ailleurs des images. Alors il n'y a que dans ces démarches de la CEDEAO, on a plus ou moins, sinon on a l'impression que l'organisation sous-régionale fait fi notamment de la complexité des enjeux, mais surtout des aspirations du peuple malien. Plus d'importance, tous ces gens parlent de démocratie, de gouvernance, etc. Mais ce sont des impérialistes ou des valets de l'impérialisme. Il faut savoir quelque chose, c'est que l'Union africaine, elle est en train d'échapper des mains des Occidentaux. Ce n'est plus Félix Tshisekedi qui l'oblige des Américains qui la président, mais Macky Sall. Je viens d'entendre un téléspectateur accabler Macky Sall, il ne connaît pas le dossier géopolitique. Macky Sall a refusé de participer au soutien à l'Ukraine et à l'OTAN contre la Russie. Il a protesté contre le recrutement de mercenaires africains pour l'Ukraine et l'OTAN en Afrique, et il vient de participer à Doha au sommet de ce qu'on appelle l'OPEP du gaz, les États producteurs de gaz, où on a refusé de s'aligner sur les Occidentaux et d'organiser l'OPEP du gaz pour qu'elle supplée la Russie dans la fourniture du gaz aux Occidentaux. Il faut noter que même les Émiratis
Et même le Qatar a refusé de s'aligner avec les Américains, mais on rejoint les Russes. Macky Sall, c'est l'allié principal de la Russie et des Sénégalais et des Iraniens aujourd'hui dans cette OPEP du gaz. Ce n'est donc plus du tout l'allié des Occidentaux ou de la France, comme le croit notre téléspectateur. C'est la raison pour laquelle les Américains, les Allemands ou les Français, ils reposent entièrement sur la CEDEAO qui est sans leur contrôle. Lorsque j'ai parlé d'un syndicat des représentants occidentaux, j'ai oublié de parler évidemment de Buhari et du Nigeria. L'économie du Nigeria, elle est entièrement dans les mains de la City de Londres. Les 5 plus grandes banques du Nigeria, elles appartiennent à la City de Londres. Buhari, il a été l'invité d'honneur en janvier 2020 d'un sommet Grande-Bretagne-Afrique à Londres, où Londres a expliqué que Buhari, c'était le représentant en Afrique pour conquérir les marchés africains pour le compte de l'Angleterre du Brexit. Il n'y a rien donc à attendre du Ghana, du Maroc, de la Côte d'Ivoire, de Mohamed Bazoum ou encore de Buhari. Ces syndicats des chefs d'État qui obéissent à l'Occident, mais ce n'est plus le cas de l'Union africaine, d'où le fait que les Occidentaux font tout reposer sur la CEDEAO actuellement dans leur stratégie africaine. Merci à vous, Luc. On nous fait savoir que Amara Coulibaly nous appelle avec insistance depuis le Gabon. Nous allons lui donner la parole avant de vous retrouver derrière. Bonsoir, Amadou Coulibaly. Nous vous écoutons. Bienvenue à l'antenne. Est-ce que nous avons Amara Coulibaly au téléphone? Bonsoir. Allez-y, Amara, nous vous écoutons. Bienvenue. Allez-y, nous vous écoutons, Amara. Affirmer Afrique et France 24 et RFI au Mali, je suis content. C'est bien pour l'Afrique, c'est bien pour les Maliens. Parce que cette télévision et puis France 24 RFI, c'est le problème qu'ils nous donnent. Donc, qu'on a fermé, c'est bien. Je suis content. Bonsoir, Africa Media. Mon nom est Coulibaly. Je suis fier d'être africain et puis je suis fier d'être malien. Malien a fermé France 24 RFI au Mali. Je suis content. C'est bien pour l'Afrique. C'est bien pour les Maliens. Parce que c'est que télévision et puis France 24 RFI, c'est le problème qu'ils nous donnent. Donc, qu'on a fermé, c'est bien. Je suis content, je suis fier. Je salue tous les Africains. Amara Coulibaly, Amoré nous attend lui également au téléphone. Amoré, nous vous accueillons. Bonsoir, bienvenue. Mon cher ami, Amon depuis les États-Unis. Je vous remercie pour m'avoir donné la parole. Je remercie aussi les techniciens. Écoutez, moi, vers la fin, je suis fatigué de cette situation parce que les autorités maliennes sont en train, comment je vais dire ça, de jouer aussi le jeu de ceux en même temps qui veulent les déstabiliser. Vous ne pouvez pas faire autant de concessions à des gens et attendre que ces gens-là, qui ne veulent pas une solution paisible pour votre situation, attendre que ces gens-là vous prêtent encore le plan. C'est pas possible. Regardez tout ce que le Mali a fait comme concession, et jusque-là, ceux-là, ils se campent encore, n'est-ce pas? Ils campent encore sur leur position. Par conséquent, les autorités maliennes devaient comprendre que ce pas là, n'est-ce pas, pour avoir une solution paisible. Ils veulent coûte que coûte appliquer des sanctions au Mali, et ils vont le faire. Et c'est Macron qui leur a indiqué la voie. Vous comprenez? Maintenant, dites-moi, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que le Mali a à perdre encore? On dit souvent que quand vous tombez à l'eau et puis vous avez touché le fond, la meilleure, comment je dis ça, la pire des choses qui puissent vous arriver, c'est que vous puissiez remonter. Maintenant, si le Mali aujourd'hui refuse les propositions de la CEDEAO, qu'est-ce que la CEDEAO peut faire encore de pire au Mali? Rien. On a fermé les frontières. On a mis un embargo total. On a confisqué vos avoirs. Donc, il n'y a plus rien qui puisse arriver au Mali. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que
le Mali doit continuer encore à discuter avec une CEDEAO qui ne veut pas l'écouter. Donc, je pense que le Mali a déjà fini ses cartes, le Mali a déjà fait ce qu'il peut faire pour avoir une solution paisible. Si les vis-à-vis, notamment la CEDEAO, ne veut pas comprendre ce que le Mali veut dire, je ne pense pas que les sociétés maliennes doivent continuer encore dans cette voie de discussion. Parce que je ne pense pas que le pire puisse encore arriver au Mali. Maintenant, pour finir, moi, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Et je parle notamment par rapport à votre invité. Vous ne pouvez pas prendre les actions, je dirais, sporadiques de quelqu'un, n'est-ce pas, pour définir ou bien pour juger cette personne-là sur le long terme. Macky Sall demeure toujours un pilier au maître de la France. Vous ne pouvez pas, parce que Macky Sall a voté abstention sur la guerre en Ukraine et fait des actions sporadiques pour déduire que Macky Sall avait retourné dos à la France. On ne retourne pas dos à la France quand on se pointe devant Macron et Macron vous dit des ordres. Macky Sall a voté les sanctions contre le Mali. Macky Sall continue toujours de mettre les bâtons dans le roue de ceux qui veulent chasser la France de l'Afrique. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que Macky Sall est devenu subitement un panafricain. C'est non et c'est non. Si vous êtes panafricain, vous devez dans votre pays déjà commencer par mettre fin au franc CFA. Macky Sall ne peut jamais le faire. Si vous êtes panafricain, vous ne pouvez pas tordre le cou à votre constitution dans votre pays pour brider un troisième mandat. Donc je pense qu'il faut corriger votre vue sur ce monsieur qui s'appelle Macky Sall. Il n'a jamais été panafricain et il ne le sera jamais. Moi, c'est mon point de vue, à mon avis. C'est le vôtre et nous, on va le respecter tout comme celui de Luc Michel qui d'ailleurs est bien consultant depuis beaucoup d'années dans le cadre de nos différentes émissions. Est-ce qu'on a un autre appelant au standard? Bonsoir, bienvenue. Allô, bonsoir. Est-ce que nous avons cet appelant au standard? Bonsoir. Alors, si nous n'avons pas, ok, on a Peter. Peter, vous nous appelez depuis l'Écosse. Bienvenue à vous. Bonsoir. Oh, merci beaucoup, Call Center. Je salue vos invités. Je vais donner mon petit point de vue sur la thématique. Vous comprenez, cher monsieur, il y a quelque chose qui se passe, qui se trame, actuellement, c'est que pendant que la guerre de l'Ukraine est en train de se faire au niveau européen, la France en catimini est en train de continuer à faire son travail de destruction et de sabotage. La preuve, déjà pour le Burkina Faso, ils sont en train de faire en sorte que Takuba puisse créer son base au niveau de nord-est et nord-ouest du Burkina Faso pour continuer à contrôler, je pourrais dire, son plan de déstabilisation de l'Afrique subsaharienne et surtout avoir un regard sur le mouvement d'action de la Russie sur le continent. Ça, ce sont les ordres de Washington qui ont été donnés à Paris de s'occuper. Et pendant ce temps, ils continuent à vociférer ici en Europe comme pour dire que donner des fausses accusations sur Russia comme un peu le bombardement de missiles hypersoniques qui a tapé Mariupol, vous comprenez? Pour revenir au sujet, c'est la même chose pour le Mali parce que ils ont essayé déjà avec M. Ouattara pour faire la proclamation de l'État du gouvernement malien en Côte d'Ivoire pour soulever les Maliens contre les Ivoiriens. Ça, c'est le premier piège. Comme ça, quand ils vont rentrer dans le tour, ça donne l'occasion à la France de pouvoir encore appuyer le levier de l'ONU pour dire que il est important et imminent qu'on puisse déployer des troupes parce qu'il y aura des troupes dans cette zone. Ça, c'est le premier plan. Deuxième plan, c'est que la France ne va pas lâcher le Mali comme ça. C'est pas possible. Et j'avais dit une fois que dans la politique, c'est la politique de terre brûlée. Ça veut dire, si vous me chassez, je mets incendie et puis tout se gâte, je m'en fous, pas dans le cœur. Donc, moi je m'adresse au peuple malien. Vous savez, aujourd'hui vous avez la grâce d'avoir Afrique Média, d'avoir des grands panélistes qui viennent vous expliquer enfin ce qui se passe. Ne vous laissez pas distraire par les fake news ou bien que je peux appeler problème de quartier. Non, restez concentrés et très unis derrière votre présidente
au vu du monde entier, on saura que l'autodétermination d'un peuple dépend de la volonté du peuple. De la même manière dont eux-mêmes ont dit que lors de la révolution Orange, que c'était l'autodétermination des Ukrainiens pour débouter le pro-russe qui était là. Donc, nous aussi, on fait notre autodétermination pour débouter la France et soutenir le président Assimi Goïta. Donc, on n'a pas besoin de paniquer par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire. Au contraire, on doit rester très concentré et surtout veiller aux traites et aux infiltrés qu'ils ont envoyés actuellement au Mali. Ça, c'est une information que je vous donne. Soyez très vigilants, peuple malien. La France a envoyé des infiltrés venus depuis la Côte d'Ivoire. Donc, ils n'ont pas encore terminé. Ils n'ont pas dit les derniers mots. Ils savent qu'ils sont en train de perdre l'Ukraine. Donc, ils vont pas perdre l'Afrique. Ils avaient besoin de l'Ukraine pour le blé. Ça a échoué. Aujourd'hui, il faut se racheter sur l'Afrique parce que, à partir du moment où il y a les sanctions économiques contre Russia, du coup, les matières premières ont commencé à flamber. Et on parle de transition écologique. On parle également de transition par rapport aux matières premières de Russia pour pouvoir s'approvisionner en Afrique. Et où il faut, c'est dans la zone sahélienne. Donc, moi je dis, restez vigilants, le combat continue et viva Africa. Thank you very much. Bye. Allez, merci à vous, très cher ami Pinters. On va donc refermer le standard avec vous. Abou, vous nous appelez depuis l'Angleterre. Est-ce qu'il va falloir continuer à faire des concessions à l'organisation sous-régionale? Alors, il faudra, de la part du Mali, se radicaliser désormais, puisqu'on a plus ou moins l'impression que, eh bien, elle ne semble pas fléchir face à la flexibilité d'en face. Bonsoir, bienvenue Abou. Je suis tellement content de vous revoir ce soir. Journaliste des mérites d'Afrique Média. Je souhaite vous saluer avec beaucoup de déférence. Je salue tous vos invités, en particulier Luc Michel, l'Africain, que j'aime beaucoup, et le technicien, le PDG que j'adore, et la charmante standardiste. Une fois que j'ai dit cela, vous savez, ce qui se passe au Mali, c'est ce que nous appelons le moment de la rupture totale avec la France. C'est ce que nous avons appelé de tous nos vœux. Et c'est ça la vraie indépendance dont nous avons parlé. Pas les indépendances octroyées de 1960, mais l'indépendance arrachée. Donc, il est clair que le moment est venu pour qu'on arrache nos indépendances. Et toutes les actions menées par le Mali avec l'assistance de la Russie, c'est ce qu'on a toujours annoncé, déclaré sur Afrique Média. Nous avons dit que c'est la coopération qui gagne, la Russie avec l'Afrique. Et aujourd'hui, il est clair que les tranchées sont bien partagées. Parce que il y a deux camps qui s'opposent. Il y a le camp que j'ai appelé l'as du mal, qui est le camp occidental, et il y a le camp que j'ai appelé l'as du bien, qui est chapeauté par la Russie et la Chine. Donc aujourd'hui, il faut que le choix soit clair. Il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Il faut que soit tu es dans l'axe du bien, ou bien tu es dans l'axe du mal. Donc, le Mali a choisi d'être dans l'axe du bien. Et c'est pourquoi que nous demandons maintenant au Mali d'aller plus loin. Parce que la liberté, ça s'arrache, ça fait négociable. Parce que, en plein 21e siècle, nous, les néo-panafricains, nous disons que le comportement français au Mali, c'est le comportement nazi. Parce que le nazi, il vient, il occupe votre territoire, il refuse de partir, il vous fait payer la dîme, c'est-à-dire qu'il vous fait payer le fait qu'il est venu sur votre territoire, il dit qu'il vous protège, donc c'est du raquettage qu'il fait sur toutes vos matières premières, et il tue vos populations, et il prend des décisions de façon unilatérale. Donc tout ça c'est du nazisme, avec le mépris des autorités en place. Donc, le nazisme, ça ne se négocie pas. Le nazisme, c'est l'extrême de ce qu'on appelle le terrorisme. C'est le summum du terrorisme. Donc, c'est ce qu'on doit combattre avec tous les moyens et tolérance zéro. Donc, nous disons au Mali que le Mali doit maintenant penser à faire comme la France elle-même elle a fait pour se débarrasser de l'Allemagne nazie. Elle a appelé des alliés. Elle a appelé tout le monde entier à s'associer à elle et de combattre avec elle. Donc le Mali aussi ne doit pas avoir honte pour dire que ce combat-là doit mener ce combat seul. Elle doit aussi faire une légion d'honneur
où tous les Africains, comme ce qu'ils sont en train de faire en Ukraine, qui d'ailleurs n'a pas droit d'être, mais le Mali, c'est légitime que le Mali, par exemple, tous les Africains viennent les aider. Et en ce moment, nous, tous là, on va s'enrôler pour venir prêter main forte au Mali parce que il ne faut pas que le Mali passe par la diplomatie. Il faut faire comme dans le temps passé, comme l'Angola avait chassé les Portugais. C'est la même chose qu'on doit faire. On doit chasser les Français avec la lutte armée, de telle sorte que quand ils vont sortir, ils auront peur de revenir parce que le diable, c'est comme ça. Quand tu chuchotes avec le diable, il revient par la fenêtre. Alors que quand tu le chasses avec puissance et force, avec détermination, pour toujours, avec le feu, il s'en va et il ne revient plus parce qu'il a pris peur et il sait qu'il ne peut plus prospérer en revenant. Donc ainsi, je termine en disant que le Mali doit maintenant voter dans sa constitution que tout ce qui ne vient pas pour arranger le Mali est ennemi de facto, doit être combattu avec tolérance zéro en prenant un acte dans sa constitution qu'on appelle le Patriotic Act, comme ici en Occident. Je vous remercie, c'était M. Abou, depuis l'Angleterre. Bye bye, allez, infiniment merci à vous, Abou. Luc, je vous retrouve d'ailleurs sur cette inquiétude des téléspectateurs tout à l'heure qu'on a suivi avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que l'on peut dire que les autorités de Bamako sont en train de jouer le jeu de la CEDEAO, c'est-à-dire notamment en dérogeant aux exigences d'ailleurs qu'avaient formulées notamment les avis des populations lors des consultations sur la réforme de la nation, qui avait effectivement pensé qu'il fallait tout au plus, soit tout au moins 5 ans pour une période de transition. Aujourd'hui, on a donc cette transition, du moins les autorités de Bamako qui ont visiblement fléchi autour donc de cette formulation, de cette proposition du peuple malien. Est-ce que l'on peut dire que les autorités de Bamako ont visiblement joué le jeu de la CEDEAO? Non, mais vous savez, Poutine lui-même a dit que la diplomatie en 2014, c'était l'empire du mensonge. Le Bamako ne peut pas avoir une rupture totale actuellement avec tous les pays de la sous-région. D'où le fait qu'elle est obligée, comme on dit, de négocier. Mais simplement, ce n'est pas la négociation que les pays de la CEDEAO ont envie d'entendre. Et Bamako est en train de se tourner vers l'autre côté, en particulier en ayant accueilli les conseillers militaires russes, ce qui est un casus belli avec l'OTAN et avec la France. Il faut dire un mot, il faut comprendre quelque chose. Le bloc de l'Est, c'est-à-dire la Russie, l'Iran et la Chine, ils ont apporté de l'oxygène géopolitique. Les chefs d'État africains qui rejoignent le bloc de l'Est, ils peuvent choisir et prendre des alternatives. Cela ne veut pas dire qu'ils font la rupture totale. On n'est plus à l'époque de l'ancienne guerre froide où on passait d'un bloc à l'autre. C'est cela qui se passe actuellement. Je reprends le cas de Macky Sall. Il y a certains téléspectateurs qui font la géopolitique du rétroviseur. Macky Sall est arrivé au pouvoir en 2014 en étant l'homme de l'Occident, mais depuis il a opéré un retournement géopolitique. Vous savez que je suis le correspondant permanent des médias d'État, la télévision et la radio d'État iranienne. Ceux-ci soutiennent, et la diplomatie iranienne soutient totalement Macky Sall. Il est allié à l'Iran dans l'OPEP du gaz, dans le couloir anti-sanctions, Téhéran, Caracas, Dakar, et dans les champs pétroliers sénégalais qui ont été donnés aux Russes Lukoil. Macky Sall n'est plus confiable par les Américains et les Français qui sont en train de transporter leurs forces en Côte d'Ivoire, et la principale base militaire sénégalaise près de Dakar, elle a été restituée à l'armée sénégalaise. Mais les téléspectateurs caricaturent ce que je dis. Et ça m'est insupportable. Je n'ai pas dit, le monde, il n'est pas divisé entre chefs d'État panafricanistes et domestiques de l'Occident. Il est divisé entre panafricanistes, domestiques de l'Occident et chefs d'État qui font un certain nombre de choix diplomatiques sans être panafricanistes. C'est le cas de Macky Sall qui a choisi les intérêts de son pays dans le domaine du gaz. C'est précisément un des effets de la crise ukrainienne. C'est que les sanctions sur le gaz et la guerre du gaz ouverte par les Américains en Ukraine imprudemment,
elle va conduire à une redistribution de la géoéconomie mondiale. Les pays producteurs de gaz, c'est-à-dire le Sénégal, la Guinée équatoriale, l'Algérie en Afrique, au Proche-Orient, le Qatar ou les Émiratis, avec la Russie, avec le Venezuela, avec l'Iran, ils vont ensemble constituer un bloc pour conserver le contrôle du marché du gaz et ne pas l'abandonner aux Américains et aux Occidentaux. C'est dans cette perspective qu'agit Macky Sall, et en refusant justement de prendre position, de voter les sanctions contre la Russie et d'accepter le recrutement des mercenaires africains, il a profondément mécontenté les Américains et les Français. Je peux vous dire qu'il y a une véritable colère dans la démocratie occidentale. Il y a des pressions qui sont exercées, mais je suis d'accord simplement, il ne faut pas dire, cela ne fait pas de Macky Sall un chef d'État panafricain comme Léon Biagné, Mamba Songo ou Fossa Accent Swaderna. Maintenant, dans le cas de Mali et du Bamako, il a choisi militairement l'alliance avec la Russie, il a choisi économiquement l'alliance avec la Russie et l'Algérie, et petit à petit, il va se dégager de la CEDEAO, mais la rupture, elle n'interviendra pas en un jour, et il n'est pas possible dans les conditions actuelles, parce qu'on n'est pas sur l'empire de l'ancienne guerre froide, il n'est pas possible, comme mon ami Abou l'a dit, d'ouvrir une guerre ouverte, une lutte armée contre les Français. Il faut laisser agir la diplomatie, et la diplomatie, elle n'avance pas au pas de course comme dans un marathon, elle avance par une politique de petits pas. C'est ce qu'on fait partout. Merci à vous, Luc Michel. Merci d'ailleurs à tous les appelants dans le cadre de cette édition d'appel sur le continent consacrée donc à l'actualité du côté du Mali. On y reviendra, monsieur, pour comprendre notamment cette position radicale de la CEDEAO qui voudrait donc faire un forcing pour l'organisation des élections dans un délai, disent-ils, de 12 ou tout au plus de 18 mois.